La civilisation égyptienne, voilà un sujet bien vieux et en même temps d'actualité. Dès qu'il y a quelque part dans un musée une exposition sur l'Égypte antique, il y a des foules pour venir la voir. Elle fascine les enfants comme les grands. Et c'est normal, car elle a produit des merveilles. Elle est une des plus anciennes du monde. Sur ce schéma, remontons la flèche du temps par rapport à aujourd'hui. Il faut 5000 ans pour remonter à la naissance de l'État égyptien. De la formation de l'État vers moins 3000 jusqu'à son annexion par l'Empire romain en moins 30, la civilisation égyptienne a duré près de 3 millénaires. Elle a connu 3 phases d'épanouissement appelées par les historiens Ancien, Moyen, Nouvel Empire, séparées par des crises, première, deuxième, la troisième s'achevant sur le déclin de cette civilisation. Mais l'histoire a ses rythmes, car ce déclin a duré près de 1000 ans. Bien sûr, la société s'est transformée au cours du temps, mais ce qui est remarquable, c'est sa stabilité sur une aussi longue durée. Dès ses débuts, l'âge des premières pyramides, elle avait atteint un haut degré de civilisation, et ses traits fondamentaux resteront étonnamment identiques pendant 2 millénaires. La raison en est à chercher dans l'organisation économique, sociale et politique sur laquelle elle s'est bâtie. Et c'est d'elle dont nous allons parler. L'Égypte ancienne a des frontières assez semblables à celles de l'Égypte moderne. Située au nord-est du Sahara, elle est parcourue par le Nil depuis la première cataracte au sud, au niveau du barrage actuel d'Assouan, jusqu'au delta au nord. La vallée du Nil, avant la construction du barrage, était régulièrement inondée par la crue annuelle du fleuve. C'est une étroite bande de terre, large d'une vingtaine de kilomètres et longue de 900 kilomètres, qui traverse d'immenses zones désertiques. Mais le paysage n'avait pas toujours été ainsi. Voyez ces gravures découvertes par les archéologues sur les parois rocheuses du Sahara, datant de plusieurs dizaines de milliers d'années. Ce sont des girafes, des éléphants, des hippopotames, des cervidés. Une faune abondante vivait donc là, et des communautés humaines les ont représentées. Comme tous les hommes de cette époque dite paléolithique, ils étaient chasseurs-cueilleurs, vivaient en prédateurs de la nature, en utilisant des outils de pierre taillée. Ils étaient organisés en petites communautés, sans propriété privée, sans classe sociale et sans guerre. Puis, il y a 12 000 ans, ils ont domestiqué le bœuf. Ces peintures rupestres qui sont ultérieures les représentent devenus des pasteurs nomades. Avec leurs troupeaux, ils parcouraient la savane très accueillante du Sahara, pas du tout attirés par la vallée du Nil, qui n'était alors qu'un immense marécage inhospitalier. Des découvertes archéologiques récentes ont montré qu'ils savaient déjà cultiver des graminées sauvages dans des oasis très fertiles. Mais ils ne voyaient pas l'intérêt de s'adonner au travail agricole, alors que le gibier qu'ils chassaient et leurs troupeaux les nourrissaient aisément, comme le montre cette scène de traite du lait. C'est l'assèchement du climat qui a poussé les hommes à passer progressivement à l'agriculture. L'aridité du désert les a refoulés vers la vallée verdoyante du Nil. Ils y ont émigré en masse, si bien que la population y est devenue très dense. Pour nourrir toutes ces bouches, il a fallu des ressources alimentaires supplémentaires. Or, l'agriculture garantissait des réserves régulières, et la fertilité du sol, due aux crues du Nil, donnait d'abondantes récoltes. C'est ainsi qu'ils se sont adonnés à la culture des céréales, blé et orge pour l'alimentation, lin pour le textile. Ces denrées resteront l'essentiel de la production agricole de l'Égypte. Poussés par la nécessité d'étendre les surfaces cultivées, les agriculteurs ont creusé des rigoles pour évacuer les eaux des terres marécageuses. Ils ont élevé des digues pour créer des bassins de retenue afin d'irriguer les terres, puis des canaux entre les bassins isolés pour gagner sur des zones désertiques plus éloignées de la vallée. Ce travail supplémentaire valait la peine, puisqu'il était compensé par une récolte plus fournie. Il était réalisé localement, à petite échelle. C'était le tout début de l'agriculture hydraulique qui sera le fondement de l'économie de l'Égypte. Comme partout sur la planète, l'agriculture a marqué la fin de l'ère paléolithique, en entraînant l'homme dans la révolution néolithique. Dans la vallée du Nil,
Cette révolution a commencé il y a 8000 ans. Le mode de vie en a été bouleversé. L'homme devient sédentaire, construit un habitat plus solide, non plus en roseaux, mais en boue séchée et joncs, et il se groupe en villages. Les troupeaux sont maintenant parqués, et l'élevage devient une activité complémentaire. Les inventions se multiplient, tissage, poterie, métallurgie de l'or, de l'argent, du cuivre. La chasse et la pêche sont reléguées peu à peu à un rôle d'appoint. Des hommes, dégagés du travail agricole, se consacrent à des métiers nouveaux et spécialisés, tisserands, potiers, métallurgistes. L'industrie de la pierre se perfectionne sans cesse. Des pointes de flèches plus affûtées pour des armes plus efficaces. Des lames de silex si fines et fragiles qu'elles ne peuvent servir que de couteaux d'apparat. Des vases délicatement creusés dans la pierre. Ces communautés néolithiques ont créé une profusion toujours plus grande d'objets originaux, des vases en forme d'animaux ou cette élégante figure féminine. Elles ont ainsi donné naissance à plusieurs cultures spécifiques, établies le long du Nil. Pendant 2 millénaires, elles s'épanouissent simultanément, ou se succèdent, se diffusent, s'influencent, héritent des précédentes. Elles tissent des liens commerciaux entre le Nord et le Sud et avec des contrées plus lointaines, l'Afrique et le Moyen-Orient. Les jalons des futurs courants d'échange de l'Égypte étaient déjà posés. La plus rayonnante d'entre elles, la culture dite de Nagada, s'est propagée à la fin du 4e millénaire tout le long de la vallée jusqu'au delta, au point de conférer à ce territoire une unité culturelle. Ainsi, les bases de la société égyptienne existaient avant même son unification politique. Cette évolution foisonnante est perceptible en particulier dans la poterie. Les premiers vases, frustes, étaient faits en terre crue et ornés de lignes géométriques. Ils sont maintenant en terre cuite, de factures de plus en plus complexes. Ils s'ornent de représentations nouvelles, puisées dans la faune locale, comme le flamant rose, et de personnages. On remarque aussi la récurrence de cette ligne courbe qui représente de façon stylisée une barque, utilisée pour la pêche. Ce symbole de la barque restera un élément clé dans l'art égyptien et dans la mythologie religieuse en tant qu'attribut divin. L'image permanente du bateau reflète le rôle fondamental joué par la navigation dans l'essor de la civilisation pharaonique. Ces objets familiers ont été retrouvés dans les tombes par les archéologues. Ils y accompagnaient le défunt, inhumé avec quelques offrandes en aliments et poteries, censées lui servir dans l'au-delà. On l'enterrait aussi avec ses armes de silex pour chasser et pêcher, ce qui témoigne que les habitants étaient encore tributaires de l'ancien mode de vie. Ces biens, très rustiques, sont le signe d'une société égalitaire. En revanche, au fil du temps, dans les tombes d'une élite, les biens de prestige s'accumulent. Parures, bijoux, objets de toilette, travaillés dans des matières précieuses. Les nécropoles, installées hors du village, prennent un aspect architectural. Cette différenciation dans les pratiques funéraires révèle la naissance d'une aristocratie alors que la majorité restait pauvre. En effet, ce qui est nouveau avec la révolution néolithique, c'est la division en classes sociales. Le fossé s'est creusé entre une poignée de privilégiés et la majorité de la population. La société est devenue plus riche, plus complexe, donnant les premières villes, mais elle restait essentiellement rurale. D'où venait sa prospérité? Des surplus alimentaires qui croissaient parallèlement au progrès de l'irrigation. Les ouvrages hydrauliques, devenus plus vastes, ne pouvaient plus être gérés au niveau du village. Ils l'étaient à un niveau supérieur, par une autorité constituée par une mince couche de notables. Leur richesse, c'était l'eau. C'était ce système d'irrigation qu'ils perfectionnaient toujours plus. Les excédents agricoles, qu'ils contrôlent désormais et dans lesquels ils puisent pour leur propre compte, leur permettent de bien se nourrir, mais surtout de disposer des moyens d'échange pour se procurer mobilier, bijoux et surtout objets d'apparat dignes de leur confort et de leur rang social. Le paysan, dépossédé d'une partie de sa récolte, n'est plus disposé à entretenir les indispensables installations hydrauliques.
Aussi, la corvée de travail lui est imposée, mais il y trouve une compensation. La quantité globale des récoltes augmente. Le besoin de terres cultivables a suscité des luttes entre clans dans la vallée, clans qui finalement se sont constitués en tribus plus larges. Des chefferies de cantons ont émergé, puis des cités puissantes qui ont pu dominer tout un secteur de la vallée fluviale. Peu à peu, des regroupements de territoires plus étendus se sont formés, permettant de contrôler des chaînes entières de bassins. Ils se sont réduits bientôt à 2 royaumes rivaux, l'un sur la haute vallée du Nil, l'autre sur le delta. Or, le Nil constitue, lui, une seule entité géographique. Aussi, poussés par la nécessité de réguler le plus rationnellement possible les crues du fleuve, les 2 royaumes ont fini par fusionner. Cette unification politique a constitué un progrès considérable. Elle a décuplé la productivité agricole, elle a assuré son essor économique, et celui-ci, à son tour, a rendu possible l'accès de la population à une étape supérieure du développement de l'humanité, la civilisation. L'Égypte célébrera durant toute son histoire cette unité vitale. En 3100 avant notre ère, Narmer, le premier pharaon, coiffe la double couronne, arborée ensuite par tous ceux qui ont suivi. Elle synthétise la couronne blanche de Haute-Égypte et la couronne rouge de Basse-Égypte. Ce processus d'unification s'est accompli dans la violence à la fin du Néolithique. Juste avant la naissance de l'Égypte pharaonique, pour la première fois, des scènes d'affrontements sont apparues dans le décor des vases et autres objets. Ces mises en scène de la brutalité humaine ou animale reflétaient la violence nouvelle des rapports humains d'une société devenue inégalitaire. Certaines représentent un taureau terrassant sa victime, image du chef de guerre vainqueur, qui sera ultérieurement toujours celle du pharaon. C'est par la guerre qu'a été réalisée l'unité du pays. La Haute-Égypte, après avoir conquis le delta, s'est imposée au pays entier. Une plaque d'apparat célèbre, la palette de Narmer, a glorifié le roi fondateur en le figurant massacrant un ennemi et inspectant des rangées de prisonniers décapités. La représentation officielle du pharaon, écrasant des peuples étrangers, perdurera tout au long de l'histoire. Presque 2000 ans plus tard, Ramsès II fera décorer ses monuments avec des images similaires. Ici, on le voit devant un amas de mains coupées qui comptabilise le nombre d'ennemis tués. Dès sa naissance, l'État égyptien se lance dans des expéditions militaires. Il s'attaque aux populations situées au sud de la première cataracte, et une fois vaincu, il les intègre de force dans ses troupes. Des caravanes d'ânes ramènent de Nubie, le Soudan actuel, des matières précieuses comme l'ivoire, l'ébène, l'or. Un chef d'armée raconte dans un texte: Sa Majesté équipa une armée de 10 000 hommes, et elle revint victorieuse, ayant détruit le peuple des sables, abattu leurs figuiers et leurs vignes, incendié leurs maisons, tué des milliers d'hommes, et fait un grand nombre de prisonniers. L'armée, composée à l'origine de simples milices locales, devient permanente, et l'Égypte se transforme en un État militaire, protégé par des fortifications. Thoutmôsis III conquiert un territoire englobant la Syrie et la Palestine et toute la Nubie, et il s'assure un formidable butin. Des chargements de denrées exotiques et de matières premières, venus du Proche-Orient, d'Assyrie et d'Afrique, affluent alors vers l'Égypte. C'est par la domination militaire des peuples voisins, ici le Nubien et l'Asiatique, et le pillage de leurs ressources, que l'Égypte s'est érigée en grande puissance. Le rôle de l'État consistait aussi à contrôler la masse des paysans, afin de les obliger à verser l'impôt en nature. Pour le collecter, son outil, c'était l'administration. Son origine remontait à la gestion séculaire des installations hydrauliques. Les piliers de cette organisation, c'étaient les percepteurs d'impôts. Ils devaient inventorier les denrées de l'impôt, sacs de blé et d'orge, ou jeunes animaux. De là est née l'écriture. Les hiéroglyphes ont servi à identifier des marchandises bien avant de noter la pensée. De même, la nécessité d'évaluer cet impôt donna naissance à la géométrie. En effet, les arpenteurs chaque année
calculait la surface attribuée aux paysans, afin de définir la quantité de récolte à lui prélever, celle-ci variant en fonction de la surface cultivée. Quant à l'arithmétique, essentielle pour la comptabilité, elle a abouti à l'invention des fractions. Ces percepteurs sont redoutés, car si la récolte est insuffisante, le châtiment tombe, comme en témoigne ce texte. Oh, malheur aux paysans! Voici que le scribe débarque au quai et veut faire rentrer la récolte. Les employés disent « Donne-nous du grain ». S'il n'y en a pas, il le frappe, il est garrotté et jeté dans le canal, et il coule à pic la tête la première. Les percepteurs, maîtrisant la lecture et l'écriture, appartiennent à la caste supérieure des scribes. Et dans un pays où quasiment tous les habitants sont illettrés, les scribes sont admirés et enviés, comme l'indique ce même texte, où un maître exhorte son élève à étudier, vu les multiples avantages de la profession. Elle te sauve du labeur, elle te protège de tous les travaux. Travaillant lui-même dans les écrits, le scribe n'a pas d'impôt à payer. Sois scribe pour que tes membres soient lisses et que tes mains deviennent douces, pour que vêtu de blanc, tu puisses sortir magnifié et que les courtisans te saluent. Tu appelles un homme et 1000 hommes te répondent. Tu marches désinvolte sur le chemin. Ainsi se constitue un corps hiérarchisé de fonctionnaires spécialisés, depuis le grand vizir jusqu'au gardien d'oie du palais royal. Instruit, scrupuleux, ils traitent toutes les affaires, justice, armée, police. C'est par leur biais que l'État dirige la vie économique du pays, le commerce, la navigation, et son secteur essentiel, la vie agricole. Celle-ci restera toujours structurée autour du village. Mais la coopération fonctionne désormais à l'échelle étatique, ce qui permet d'utiliser au maximum les richesses naturelles et la puissance de travail des habitants. Les stocks issus de la collecte des impôts servent à l'État à payer le salaire, toujours en nature car la monnaie n'existe pas, de tous ceux qui, distraits du travail agricole, sont occupés à d'autres tâches, en particulier ceux qui travaillent à l'aménagement des infrastructures hydrauliques. Mais la plus grande partie de ces stocks ne sert pas au bien public. Ils sont accaparés par les privilégiés. Le paysan, lui, paye un lourd tribut à ce contrôle étatique. La production agricole est augmentée, mais 90% de sa récolte lui échappe. Certes, en cas de famine, les réserves royales pourvoient à ses besoins. Pour son foyer, une petite part lui est laissée. Une autre part est réservée pour les semences de la saison suivante par les agents des entrepôts. En outre, le paysan doit des jours et des jours de corvée pour participer aux divers chantiers planifiés par l'État. Alors, même durant les périodes de prospérité, le paysan vit pauvrement. La misère n'est jamais représentée, car l'imagerie égyptienne est toujours officielle et idéalise la société. Mais dans la littérature, on trouve ces propos du maître scribe, décrivant à son élève la condition paysanne, avec tout le mépris social de son rang. Le paysan gémit sans cesse. Sa voix est rauque comme le croassement du corbeau. Ses doigts et ses bras suppurent et puent à l'excès. Il est fatigué de se tenir debout dans la fange, vêtu de guenilles et de haillons. Lorsqu'il quitte son champ et rentre chez lui le soir, il arrive complètement épuisé par la marche. D'autres catégories vivent aussi pauvrement. Les artisans, les ouvriers, les domestiques, les soldats. Il y a aussi les esclaves, très peu nombreux, surtout des prisonniers de guerre. Mais la masse des opprimés, ce sont les paysans. Leur nourriture, comme celle de toutes les autres couches populaires, est peu variée, à base de céréales, ail, oignons, poissons et bière. Les privilégiés consomment vin, viande, fruits et denrées exotiques. Dans leur palais agrémenté de jardins, ils disposent d'un mobilier de luxe. Ils se réjouissent dans des banquets animés par des musiciens et des danseuses. Vêtus avec élégance, de lin fin, ils ont un soin raffiné de la toilette et se parent de bijoux précieux. Ils se livrent à des loisirs, comme des jeux de société ou la chasse aux animaux sauvages. Qui sont ces riches? Une infime minorité. Les fonctionnaires, les prêtres, la cour, la famille royale, toute une aristocratie héréditaire, et au sommet, le roi pharaon. Le pharaon est à l'origine
le seul propriétaire de toute la terre et des biens du pays. Il est le monarque absolu. Il a le droit de vie et de bord. Il règne au-dessus de l'énorme système administratif, nomme les hauts fonctionnaires. Ses sujets en sa présence se prosternent et flairent le sol. Il est entouré d'une foule de courtisans, et peu d'entre eux osent ouvrir la bouche. S'ils acceptent cette tyrannie, c'est que le despote royal, même s'il semble s'élever au-dessus de tous, défend en réalité leurs intérêts. Et, pour masquer au peuple cette injustice, pour le soumettre à cet ordre social, les dirigeants ont utilisé la religion. En Égypte, comme partout, les affabulations religieuses ont pour origine les histoires inventées il y a des dizaines de milliers d'années par des groupes humains que les forces de la nature et les bêtes sauvages fascinaient et terrorisaient. Dans ces gravures rupestres préhistoriques du Sahara, les hommes animaux semblent les ancêtres des dieux égyptiens, comme Anubis à tête de chacal, Sekhmet à tête de lionne, ou Bastet, la déesse chatte. C'est le bestiaire de son environnement qui a stimulé l'imagination de l'homme. Dans les marais du delta, la présence du crocodile annonçait la crue bienfaitrice du Nil. Aussi, il a doté cet animal redoutable d'un pouvoir divin capable de le protéger. Quant aux bovidés, honorés depuis la nuit des temps, ils ont donné des divinités comme Hathor, déesse de l'amour, ou Apis, dieu de la puissance sexuelle. La voûte céleste, l'air, la terre, le soleil ont aussi été déifiés. Le voyage perpétuel que le dieu soleil accomplit dans sa barque, alternativement au-dessus et au-dessous de la terre, cherchait à expliquer le cycle du jour et de la nuit. Cette sacralisation des forces naturelles était la première tentative des hommes pour comprendre des phénomènes qui les dépassaient. Et si les eaux du Nil tiennent une large place dans cette fantasmagorie religieuse, c'est que leur vie en dépendait. Mais avec l'évolution des communautés humaines, des forces économiques et sociales sont apparues, en particulier l'autorité supérieure des chefs de territoire, qui échappait au contrôle des villageois, tout autant que les caprices du fleuve. Alors, ces forces-là furent aussi déifiées. Chaque ville, chaque région célébrait son dieu protecteur avec son animal fétiche contre ses rivales. Et quand l'État est apparu, c'est le roi lui-même qui s'est fait dieu. Vivant, il est assimilé à Horus, le dieu solaire faucon. Mort, il s'identifie à Osiris, un dieu assassiné et ressuscité, dieu de la végétation, célébré pour avoir inventé l'agriculture et arraché les hommes à la vie sauvage. Voyez les deux sceptres brandis par tous les pharaons, le bâton du berger et le fléau du cultivateur pour battre le blé. Ils témoignent des fondements agricoles de la société. Le dieu pharaon était censé commander les crues du Nil. Il existait bien alors un savoir permettant d'en comprendre le rythme et de les anticiper, un savoir basé sur une observation patiente et attentive des étoiles, développée depuis la préhistoire, l'astronomie, mais elle était l'apanage du clergé. Alors ces prêtres si savants, le pharaon en avait bien besoin. Dans les temples, il leur versait de nombreuses offrandes, et ils devinrent une caste riche et puissante. En retour, les prêtres inculquaient au peuple ignorant les dogmes et les pratiques magiques qui fondaient le despotisme royal. La religion égyptienne était centrée sur la préservation de la dépouille du défunt. Elle seule lui assurerait une vie dans l'au-delà. D'où l'importance de la momification, des sarcophages, des tombes de pierre, mais uniquement les riches pouvaient financer de telles pratiques funéraires. Sur les parois des tombeaux, les peintures qui les représentent, dans leur luxueux cadre quotidien, avec leur cohorte de serviteurs, devaient perpétuer pour toujours leur vie bienheureuse. Les immenses nécropoles, les temples grandioses, avaient surtout pour but d'impressionner le peuple. Ce gigantisme architectural devait le convaincre de l'éternité de la monarchie absolue. Pour construire ces édifices, il a fallu constituer de nombreuses équipes d'ingénieurs et d'architectes. Leurs connaissances provenaient du savoir accumulé depuis le néolithique sur les chantiers hydrauliques. Il a fallu aussi mobiliser des dizaines de milliers d'ouvriers et d'artisans spécialisés, et une masse de paysans soumis à la corvée, enrôlés pendant la saison hivernale. Une part énorme de l'économie a été consacrée pendant 2000 ans à l'édification de ces villes funéraires en pierre qui subsistent encore aujourd'hui, alors que les palais royaux en briques
ont depuis longtemps disparu dans les sables. Au XIIIe siècle avant notre ère, Ramsès II a donné aux édifices religieux des dimensions colossales. Il s'y est fait représenter dans un décor d'une magnificence inégalée. Il s'y est glorifié pour ses exploits guerriers, pour avoir repoussé la menace des armées hittites et avoir étendu l'empire égyptien jusqu'à des limites jamais vues. L'Égypte semblait à l'apogée de son histoire. Pourtant, après son très long règne, la décadence s'amorce. L'Égypte a vécu alors la 3e crise grave de son histoire, et cette fois-ci, elle ne s'en est pas relevée. Comme les 2 fois précédentes, elle a été déclenchée par des conflits parmi les nobles et les prêtres. Ceux-ci, à la tête de féodalités rivales, ont contesté le despotisme royal. L'État affaibli s'est révélé incapable de diriger l'économie, d'assurer l'irrigation. Il y a eu des famines, des émeutes et même des grèves d'ouvriers non payées. Et les peuples voisins, qu'aucune armée puissante ne pouvait plus arrêter, ont dominé le pays. La société s'était sclérosée. L'Égypte avait bénéficié à sa naissance du dynamisme de la révolution néolithique. Mais au bout de 2 millénaires et demi, elle en était encore à l'industrie de la pierre. Sa classe dirigeante, avide de s'accaparer toujours plus de richesses, n'innovait plus, alors que les peuples pasteurs voisins, eux, inventaient des techniques modernes. La civilisation égyptienne a été riche en découvertes de toutes sortes. Elle a signifié un formidable essor de la culture, avec l'invention de l'écriture hiéroglyphique, du calcul, de la géométrie, de l'astronomie, l'apparition de la littérature. Sa production dans la peinture, la statuaire, l'architecture sont à nos yeux des chefs-d'œuvre de l'art. Elle a donné des objets raffinés, des représentations humaines expressives, des peintures harmonieuses et colorées qui ne cessent de nous éblouir. Mais cet éblouissement ne doit pas nous empêcher de comprendre comment est née cette civilisation. Ces merveilles ont été une œuvre collective, fruit du travail de millions de paysans, d'ouvriers et d'artisans. Pour concentrer tout ce travail humain, il fallait un État puissant. Bien sûr, nous n'avons aucune admiration pour l'organisation politique et sociale de l'Égypte ancienne, le système d'exploitation de sa classe dominante et sa barbarie institutionnalisée. Ce que nous admirons, c'est le génie humain.